Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler tranquillement entre nous. Parler tranquillement de qu'est-ce que c'est que tout ça, que cette chaîne, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'on arrête définitivement, parce que ouais, avant les 2 dernières analyses YouTube, là, ça faisait un moment que j'avais rien publié, et pour cause, j'étais en plein stage de fin d'études de production de cinéma, et j'étais occupé dans un imbroglio, le bordel d'une coproduction internationale avec tournage dans 3 pays différents, enfin bref, c'était hyper intense, c'était génial bien sûr, mais c'était hyper intense, donc j'avais pas trop de temps, tout simplement, à consacrer à ce que je préfère après faire des films, à savoir parler de films. Mais ce temps, je l'ai désormais, puisque je suis officiellement diplômé de mon école de cinéma, et donc, on va pouvoir reprendre tout ça, on va pouvoir reprendre nos petites conversations, on va pouvoir reprendre ce partage de la cinéphilie, hein, et entretenir, bien sûr, la flamme qui nous anime, consiste tout simplement à parler de films, en fait. En parler, en analyser, en disséquer, essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut faire les nôtres, enfin bref, on va parler de tout ça. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux de me poser des questions afin de driver un peu cette petite vidéo bilan bonne année, je sais pas trop comment la qualifier, mais voilà, restons sur la simple logique d'une FAQ, et en fait j'en ai sélectionné que quelques-unes pour pouvoir vraiment construire une espèce de narratif, histoire d'aborder tous les points qui m'intéressent et pouvoir répondre au maximum de questions que vous pouvez vous poser, vous qui avez continué de me suivre, même si pendant des mois, je ne vous ai rien partagé. Ça fait maintenant 10 ans que je suis sur YouTube, et ma relation avec cette plateforme a eu, on va dire, des hauts et des bas. Il y a des moments où je me suis dit, putain, c'est un super espace créatif. Il y en a d'autres où je me suis dit, c'est n'importe quoi, pourquoi est-ce que je perds du temps avec ça, etc. Enfin, tout un tas de pensées bien sympathiques qui, vous vous en doutez, nourrissent parfaitement le travail créatif et la motivation. Mais en fait, au fil des années, j'en suis arrivé à la conclusion que, au vu du contenu que j'ai choisi de proposer sur cette chaîne, je ne vais tout simplement jamais percer. Voilà, je le dis de manière tout à fait concrète et sans aucune ambiguïté, mon objectif n'est pas de percer sur YouTube, ça n'a jamais été mon objectif, hein, contrairement à d'autres personnes qui, de manière tout à fait honnête, et c'est pas du tout un reproche, etc., arrivent sur YouTube pour parler de cinéma, dans l'objectif de percer sur YouTube. Et ça, je pense, pour répondre à la question qui introduit cette partie de la vidéo, je pense que c'est vraiment le changement qui m'a impacté vis-à-vis de YouTube. Au tout départ, YouTube, c'était un terrain de jeu. En fait, il y avait vraiment un côté hyper récréatif dans la création qui était proposée. Il y avait des gens qui parlaient de ce qu'ils aimaient, il n'y avait pas vraiment de logique d'argent dans tout ça, il n'y avait pas non plus de questions de, on va dire, de qualité technique, en fait, hein, derrière la production de ces vidéos. C'était des gens qui parlaient de ce qu'ils aimaient, qui essayaient plus ou moins de le faire le plus sérieusement possible, et il y avait des gens qui les regardaient. Point. Et en fait, au bout de quelques années, moi-même, hein, j'ai vu un peu tout ça, j'y ai contribué à ma micro-échelle, voilà. Disons que c'est compliqué, surtout qu'à l'époque je faisais de l'actualité, de pas être pris en fait dans ce courant qui emporte et dans toutes les évolutions algorithmiques de la plateforme, etc. Et aujourd'hui, YouTube est devenu une plateforme hyper concurrentielle. De toute façon, à partir du moment où tu commences à introduire des questions d'argent, et surtout beaucoup d'argent dans l'équation, forcément, ça commence, on va dire, à orienter la machine dans une direction qu'elle n'avait pas forcément à la base, et le plus gros, en fait, changement, c'est tout simplement celui-là. C'est-à-dire que moi, dans mon marché de niche, qu'est le cinéma sur YouTube, parler de cinéma sur YouTube, j'ai vu, en fait, apparaître énormément de concurrence. Énormément de concurrence. Il y a beaucoup plus de vidéastes cinéma maintenant qu'il n'y en avait au moment où moi, j'ai commencé. Et justement, cette apparition de la concurrence, qui a offert une diversité de points de vue et d'analyse aux spectateurs, et de ce point de vue-là, c'est très très bien, cette apparition de la concurrence, c'est aussi ce qui m'a forcé, on va dire, à m'interroger sur mon rapport à YouTube. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez de la concurrence, vous êtes obligé, on va dire, soit de produire plus, soit de produire mieux. Pour le premier point, c'est très simple, j'avais pas le temps de produire plus parce que j'avais une vie, et surtout que moi je voulais faire des films en fait, hein. YouTube c'était une passion, c'était une cour de récré, c'était l'endroit où je parlais de ce que j'aimais, mais c'était pas ma carrière, on va dire. J'avais pas non plus envie d'investir des heures et des heures et des heures de ma vie là-dedans. Et produire mieux, c'était très compliqué parce que j'avais pas de technicien, j'avais pas de matériel professionnel, enfin voilà, c'était quand même très très compliqué, on va dire, d'upgrader la qualité de production comme ça d'un seul coup. Et donc, forcément, face à ce constat, j'ai commencé à me détacher, autant émotionnellement qu'en termes de quantité de contenu produit, de YouTube. Tout simplement parce que pour exister sur cette plateforme qui,
selon moi au départ, en tout cas c'est comme ça que je l'avais abordé, n'était qu'un moyen de partager ce qui m'intéressait, c'était devenu quelque chose de sérieux. Et donc, il fallait que je le prenne au sérieux. Parce que justement, on me regardait avec un sérieux avec lequel on ne me regardait pas jusque-là. Alors évidemment, là, ce que je vous décris, c'est un truc qui s'est passé sur des années, hein, ça c'est pas arrivé en un claquement de doigts, mais disons que c'est toutes ces petites choses qui ont apporté d'ailleurs des aspects très positifs, parce que voir la professionnalisation d'Internet, qui à la base était un truc déconsidéré, c'est plutôt une très bonne chose, en tout cas on peut le voir comme ça. Pareil, la question de la diversité, moi je trouve ça très très bien que tout le monde y trouve son compte. Mais d'un autre côté, avec la diversité et la logique économique qu'il y a derrière, apparaît la mise en concurrence des gens, et c'est quelque chose qui très vite, en tout cas ça dépend de ton rapport au truc, mais qui très vite peut être toxique pour beaucoup de gens, en tout cas ça l'a été pour moi, et qui t'oblige, on va dire, à penser différemment ce que tu fais, ce que tu produis. C'est pour ça que, par exemple, maintenant, je prends beaucoup plus de temps, qu'à un moment donné, je m'étais mis à faire de l'audio et des podcasts, etc. Parce que j'avais tout simplement pas envie, en fait, de rentrer dans cette logique. Et maintenant que j'ai vieilli, entre guillemets, j'ai beaucoup plus de distance par rapport à tout ça, et maintenant, j'ai envie de faire un truc, je le fais, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. J'en ai plus rien à foutre que mes vidéos soient regardées par des dizaines de milliers de personnes. Si ça vous intéresse, tant mieux. Je vous remercie d'être là, parce que ça me fait évidemment très plaisir. Mais être dans cette espèce de logique d'accumulation, de visionnage, de clics, de commentaires, etc., c'est pas ce que je cherchais sur YouTube. Je n'ai jamais cherché ça, et donc forcément, ce n'est pas ce que je vais essayer de faire à l'avenir, même maintenant que je reviens. Et surtout, au-delà du fait que j'aime les vidéos gros cerveau des autres, et que moi aussi j'ai envie de faire des vidéos gros cerveau, moi je suis là pour parler de trucs intimes aussi. C'est-à-dire, parler de trucs qui m'intéressent pas, j'en ai rien à foutre. Par exemple, la série The Last of Us, là, pour parler d'un truc récent, je m'en tape. Je m'en tape complètement, je n'ai rien à dire, je n'ai pas d'analyse, de regard à porter sur la série The Last of Us en tant qu'œuvre audiovisuelle, narrative, sérielle, cinématographique. D'autant plus que si je devais faire une vidéo, par exemple, sur cette série qui fait l'actualité, la seule chose que j'aurais à dire, c'est que c'est le jeu en moins bien, et j'ai déjà joué au jeu. Super pertinent. Alors évidemment, si je fais une vidéo sur ce sujet-là qui fait l'actualité, que je le fais avec un truc un peu rageux, là, comme la vie que je viens de vous faire de manière expéditive, et que je suis un peu insultant, je fais des dizaines de milliers de vues, j'en ai parfaitement conscience, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir, comme la question qu'on me pose, Projet Ventilo me pose, quel est ton plus ancien souvenir de cinéma? Ça, moi, ça m'intéresse. De parler du fait que les images font travailler notre mémoire, qu'on ne sait plus si c'est quelque chose qu'on a vraiment vu, ou si c'est quelque chose qu'on a imaginé, quel rapport est-ce qu'on peut avoir à notre passé à travers les films qu'on a vus? Est-ce que c'est intéressant de regarder les films qu'on a vus enfant de la même manière qu'on les a regardés enfant? Est-ce que, quelque part, on peut dépasser cette appréciation-là, ou est-ce que ces films font partie de nous d'une manière qu'on ne peut pas réinterroger? Je sais pas. Ça, par exemple, faire une vidéo sur la question du souvenir de cinéma, c'est quelque chose qui m'a travaillé, que je trouverais intéressant de faire. Donc pour répondre à ta question, mon premier souvenir de cinéma, c'est Lilo et Stitch, qui est sorti en 2002. Moi je suis né en 98, donc je l'ai vu, je devais avoir 4 ans, 3 ou 4 ans, et le film m'a fait une énorme impression. Je l'ai vu en salle de cinéma, et je me souviens avoir été terrorisé par la séquence où Stitch s'écrase sur Terre. Et c'est donc intéressant de remarquer que mon appétence qu'on a pu voir dans les différentes vidéos que j'ai proposées sur la chaîne par rapport à la violence au cinéma et des choses comme ça, c'est quand même un thème sur lequel je travaille pas mal, on va dire, c'est cette question-là. Mon rapport originel au cinéma, c'est un rapport de violence, c'est un rapport de terreur. C'est-à-dire que j'ai été impressionné, dépassé par ce que je regardais, et ça a imprimé quelque chose en moi. Et en disant ça, je réalise que c'est quelque chose que je continue à rechercher, en fait. Je continue à vouloir être sidéré, impacté, bouleversé par des images que je peux voir. Je veux que ma rétine soit gravée au fer rouge. C'est pour ça que je vais au cinéma. Et d'ailleurs, vis-à-vis de cette réflexion, c'est très intéressant qu'on m'ait posé la question de quel réalisateur je considère comme étant le ou la réalisatrice actuelle la plus importante, etc. Je vais donc un peu tirer le fil de ce que j'ai dit précédemment. Moi, ce que j'aime au cinéma, donc, c'est être sidéré. J'aime bien ce mot, en fait, pour décrire le rapport à l'image. Et cet effet-là, cet effet de je n'ai plus qu'à me taire face à la puissance de ce que je me retrouve à contempler, c'est quelque chose qui, fondamentalement, ne peut passer que par l'originalité. Ce que je veux dire par originalité, c'est que moi, je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de ma cinéphilie, que j'aimais le cinéma qui me proposait des choses que je n'avais jamais vues. Dans le sens où je recherche des films qui vont, on va dire, pousser le cinéma plus loin, qui vont me donner la preuve que, même en 2023, le cinéma n'a pas dit son dernier mot, qui vont me donner la preuve que
Non, même toi qui es cinéphile et qui a regardé des milliers et des milliers de films de toutes les époques, non, tu n'as pas encore tout vu. Moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse au cinéma. Je veux des nouveaux plans, je veux des nouvelles manières de cadrer, je veux des nouveaux usages de focale, je veux des nouvelles caméras, je veux des nouvelles possibilités de recréation numérique, je veux des nouvelles manières de narrer une scène, je veux des nouvelles techniques de montage, je veux des nouvelles manières d'éclairer. Moi, c'est ça, en fait, vraiment qui m'intéresse. Je veux voir ce que je n'ai jamais vu. Parce que selon moi, enrichir un regard de cinéphile, c'est ça. C'est poser ce regard sur des choses qu'on n'avait encore jamais vues. Et avec cette définition que je donne et qui est la mienne, pour moi, les réalisateurs actuels les plus intéressants, ce sont Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor. Là, en ce moment, ils ont un film en salle sur la médecine qui s'appelle De Humani Corporis Fabrica. Ce sont des anthropologues qui, en fait, font des documentaires en travaillant le réel jusqu'à ce qu'il devienne abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ils ont une manière de filmer des choses qui arrivent réellement, parce que ce sont des documentaires, d'une manière tellement étrange, tellement inhabituelle, que la réalité qu'on s'attend à retrouver dans un documentaire nous paraît étrangère. Et ça, putain, comme intention de mise en scène, c'est incroyable. Et c'est ça que moi je veux voir. Ce sont des gens qui me proposent des films que je n'ai jamais vus avant et que je ne reverrai jamais après. Donc regardez Cannibal, regardez Léviathan, allez voir si vous le pouvez, maintenant qu'il est en salle, De Humani Corporis Fabrica, vous n'avez jamais vu quelque chose comme ça. Moi je me souviens, je l'ai vu avec un pote, il pourra confirmer, pendant tout le film, la seule chose que j'avais à dire face aux images que je voyais, c'était « Putain, c'est incroyable ». Putain, mais c'est incroyable. D'ailleurs, je m'excuse envers les autres spectateurs de la salle d'avoir parfois, pour certains plans, on va dire, manifesté mon enthousiasme de manière un peu trop vocale. Voilà, hein, je vous demande pardon, j'espère que vous avez pu apprécier le film quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi, mon plaisir de la cinéphilie, c'est de me retrouver dans l'état d'enthousiasme d'un enfant, en fait, avec un regard d'adulte, mais fondamentalement, cette émotion que je ressens, cette espèce de joie, vraiment, tu vois, au sens philosophique du terme, cette espèce de... ce bonheur de regarder quelque chose, ce bonheur face à l'image de cinéma, moi, quand je le vis, même aujourd'hui, je réagis comme un enfant. Comme quoi, je n'ai pas tant vieilli que ça. Et c'est drôle que du coup, la question qu'on me pose, c'est quels conseils j'aurais pu donner à l'époque, on va dire au mois de l'époque, qu'est-ce que j'ai appris avec les années que j'aurais aimé savoir avant. Je vais répondre à cette question, et je vais la mixer avec une autre question, parce que vous allez voir, les deux choses sont liées. Une question vis-à-vis du concours de la FEMIS et des conseils que je pourrais avoir à donner vis-à-vis des concours d'école de cinéma. Je résume donc cette leçon de vie que j'aurais aimé connaître, on va dire plus jeune, qui est la patience est la mère de toutes les vertus. J'ai eu une enfance compliquée d'un point de vue santé. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais très souvent malade, et malade au point que c'était très inquiétant. Voilà, donc j'ai développé, on va dire, assez tôt une espèce d'inquiétude vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de mon propre corps, vis-à-vis du fait que mon corps pouvait me lâcher. Et vivant avec cette angoisse, en fait, j'ai commencé à regarder le temps qui passe, regarder l'existence avec urgence. C'est-à-dire, si vous voulez, que j'avais cette espèce de peur de mourir à tout instant, et que donc il fallait que je me dépêche, en fait, en quelque sorte, de faire ce que j'avais à faire. Et ça m'a conduit à regarder le monde et à expérimenter le monde, les épreuves que je pouvais avoir, etc., sans la moindre patience. Et donc, quand on vit comme ça, avec cette espèce d'énergie, cette espèce d'urgence, et qu'on se prend des murs, qu'on se prend des échecs, parce que c'est ça la vie aussi, évidemment, ça fait très mal. Parce que quand vous vivez un échec en ayant la certitude que vous n'avez pas du tout de temps à perdre et que vous devez vivre le plus vite possible, vous le vivez extrêmement mal, en fait, parce que vous le vivez de manière presque tragique, cet échec, parce que vous vous sentez... empêché de vivre, en fait, si vous voulez. Vous avez vraiment cette espèce de truc, ça vous atteint, mais au sens de ontologique, métaphysique, quoi. Et en ce qui me concerne, l'échec de la FEMIS, maintenant je m'en suis remis, hein, évidemment, il y a prescription, mais à l'époque, m'a vraiment fait cet effet-là. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'était l'école de mes rêves, c'était la meilleure école de cinéma de France, c'était l'école que je voulais faire parce que c'était le métier que je voulais faire, etc. Fallait que je me dépêche, donc, hein, parce que j'avais ce rapport à l'urgence, comme je vous ai dit, et là, je rate. Et bah bordel, dépression, hein, pendant à peu près 2 ans. Ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement difficile, et j'ai appris de cette erreur en me disant maintenant faut que t'arrêtes de vivre dans l'urgence permanente comme ça, faut être patient. Tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux faire. Et même si tu y arrives à 80 ans,
tu vas y arriver. Vous inquiétez pas, vous verrez un film de moi. Même si je le fais à 75 ans, parce que la vie m'aura foutu tous les bâtons dans les roues possibles, je vais y arriver. Et donc le conseil que je te donne à toi qui poses cette question vis-à-vis du concours de la Fémis, c'est donne-toi à fond, en ayant bien en tête qu'il y a plus de chances que tu échoues que tu réussisses. C'est pas un conseil que je donne pour essayer de vous décourager, c'est simplement que avoir en tête la possibilité d'échouer avant que l'échec ait lieu, ça vous permet de rebondir beaucoup plus vite. Et je vous souhaite de rebondir plus vite que moi j'ai pu rebondir. La patience, mère de toutes les vertus donc, c'est un combat quotidien hein, que j'essaye d'entretenir avec moi-même. Et d'ailleurs, quand on me pose la question de est-ce que tu as un projet de long métrage en cours, etc. par exemple, bah oui, j'ai un projet de long métrage en cours, j'en ai même plusieurs, j'écris beaucoup de choses, je prends beaucoup de notes, etc. Mais la patience, c'est la mère de toutes les vertus. Donc ça arrivera, ça va arriver, je travaille dessus, peut-être que ce sera celui-là, peut-être que ça en sera un autre, ça va arriver, mais on n'est pas pressé. On a toute une vie devant nous pour expérimenter du cinéma, pour réaliser des vidéos, pour réaliser des courts-métrages, pour écrire des choses qui d'ailleurs probablement n'auront jamais lieu, mais qui existeront et qui seront écrites quand même. On a le temps. Il faut juste faire en sorte, quand vous êtes ralenti par la vie, de pas dévier de cap. Et ne pas dévier de cap, c'est difficile, c'est surtout difficile quand tu essayes de faire des films et que tu vas commencer à regarder des films qui abordent le même sujet que toi tu veux traiter. Ça, c'est la question, comment est-ce que je digère les films que je regarde par rapport aux films que je fais. La réponse, elle est simple, c'est que moi, je travaille à partir d'une thématique et d'une ambiance. C'est-à-dire que, par exemple, là, mon prochain court-métrage sur lequel je travaille, je sais de quoi ça parle, évidemment, hein, vous vous en doutez, je sais ce que ça raconte, mais surtout, je sais quel type de photographie je veux. Je sais, on va dire, quel type de rythme je veux. Je sais, pour la faire simple, dans quelle émotion je veux que le spectateur soit quand il va regarder mon film. Et en travaillant, du coup, sur ce court-métrage-là, je vais aller chercher, non pas des films qui abordent le même thème que moi je traite, mais des films qui me mettent dans le même état émotionnel. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et donc, bah, à partir de là, vous prenez le film, vous découpez toutes les scènes, vous regardez comment est-ce qu'il fait ça, alors quel type de montage est-ce qu'il fait, quel type de photo, on est sur quel type de focale, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il n'y a pas de musique, est-ce qu'il fait que le son est très très grave, ou est-ce qu'au contraire il monte dans les aigus, on ne sait pas, tu vois, tu dissèques, un peu comme un moteur que t'exploses en plein de petites pièces, et après tu prends ci, tu laisses ça, tu prends, etc., en s'assurant de pas copier évidemment, mais d'un autre côté, s'inspirer de ce qui marche chez les autres pour pouvoir raconter ce qui toi t'intéresse à ta manière, parce que tu vas réassembler le truc à ta manière, c'est ça l'art. Et puis après, plus généralement, tout ce que vous regardez vous inspire, y compris en mal. C'est-à-dire que vous pouvez être inspiré vis-à-vis de quelque chose que vous savez que vous voulez pas reproduire. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de regarder de tout, de toutes les époques, des bons, des mauvais, des grands, des petits, regardez de tout. Le cinéma est beaucoup plus vaste, il a beaucoup plus d'imagination que nous, pauvres spectateurs, n'en aurons jamais. Et pour terminer cette vidéo, qui est d'ailleurs beaucoup trop longue, je pensais que j'allais faire un truc plus court, mais que voulez-vous? Je parle, je suis passionné, et je suis content aussi qu'on prenne ce moment, parce que ça fait du bien aussi de pas juste écrire des trucs et enregistrer les vidéos, juste être naturel, hein. Je suis vraiment comme ça dans la vraie vie, ce n'est pas un personnage que je joue, et d'ailleurs les gens qui me connaissent pourront confirmer qu'en vrai, c'est pire, n'est-ce pas? La dernière question, c'était vis-à-vis d'autres livres que j'aurais à recommander sur le cinéma, en plus de ceux que j'avais recommandés dans ma vidéo consacrée justement aux livres sur le cinéma, où j'abordais la question de quel livre lire pour se faire une idée générale, hein. J'avais comme ligne droite, on va dire, dans cette ligne directrice, dans cette vidéo, de pas parler du temps scellé, de pas parler de Bazin, de choses comme ça, parce que c'est des trucs que tout le monde lit, parce que c'est la vision d'une seule personne. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'essayer de donner des outils, on va dire, pour avoir une vision périphérique de ce que ça pouvait être le cinéma. Et donc, bah écoute, si tu as lu tous les livres que j'ai recommandés dans cette vidéo, je pense que t'es allé naturellement vers Bazin, Tarkovsky, Bresson, etc. Donc, moi, ce que je vais te recommander, le dernier livre que j'ai lu sur le cinéma, là, je suis en train de lire le bouquin, bah il est là, hop, tac. Moi, je suis en train de lire ça, ah vous voyez pas, le bouquin de Eisenstein sur sa philosophie du cinéma. Donc, je l'ai pas fini, donc je peux pas te le recommander encore. Mais moi, le dernier bouquin sur le cinéma que j'ai lu et que j'ai vraiment aimé, c'est Le goût de la beauté de Éric Rohmer. Voilà.
si ça t'intéresse, c'est chaudement recommandé par ma personne. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui sont encore là, merci d'avoir écouté toutes les conneries que j'ai pu avoir à dire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez au cinéma, j'espère que vous écrivez des films, que vous écrivez des séries, bref, que vous créez des trucs. On se dit à très vite, hein, parce qu'il est temps de recommencer à faire quelque chose de cette chaîne YouTube. Et puis bah moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.